Entre le civil et le militaire de ce point de vue-là. Et dès le départ, et j'ai essayé d'illustrer pour quelles raisons, ça doit être considéré philosophiquement, politiquement et même juridiquement comme un crime contre l'humanité et un écocide, le nucléaire en tant que tel. Ce dont je n'ai pas parlé hier soir, c'est que j'ai dit une chose, j'ai dit qu'en même temps, ça constituait en fait une rupture dans l'histoire du capitalisme, une rupture dans l'histoire humaine, une rupture dans l'histoire de la Terre en tant que telle. Je ne reviens pas sur les arguments qui appuyaient ce point de vue, ce dont je n'ai pas parlé. J'ai commencé à dire, par exemple, qu'en histoire, quand on veut qualifier une rupture historique, il faut faire plusieurs choses. Il faut d'abord montrer en quoi les événements qu'on tente d'expliquer sont en soi des événements nouveaux, importants, qui peuvent constituer la rupture, mais ça n'est pas suffisant. La rupture en histoire ne se constitue que si aussi on examine ce qui a suivi ces événements qu'on veut qualifier de rupture historique. Et là, c'est pas n'importe quelle rupture. Hein. Donc, est-ce que les événements qui ont suivi 1945, en l'occurrence, appuient cette hypothèse, l'hypothèse que c'est une rupture, que 1945 est une rupture, et est-ce que, si on examine le passé de ces événements, ce sont aussi des arguments qui sont recevables pour faire de 1945 une rupture dans l'histoire humaine, dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire du vivant. D'accord ? Eh bien, par exemple, hier soir, je n'ai pas parlé de comme dit Shlomo Sand, cet historien israélien qui a écrit ce livre magnifique qui s'intitule Comment le mythe du peuple juif fut inventé et qu'il a fait paraître à Tel Aviv. Donc un sacré courage intellectuel qui est, je crois, la première qualité d'un intellectuel, c'est justement ce courage, à la fois physique et intellectuel. Bon, je ferme la parenthèse. Mais qualifier ce qui s'est produit après 1945, il y a beaucoup de choses qui nous aident à le qualifier, mais ce dont je n'ai pas parlé, par exemple, c'est de la commission qui avait été mise sur pied par les Verts du Parlement européen en 1996, qui comprenait en son sein 46 scientifiques de différentes disciplines, qui a bossé pendant 2 ans, qui a rendu un rapport qu'on peut lire sur Internet, sur le site ecrr.org, ce qui signifie European Committee on Radiation Risk, .org ou .com, je ne me souviens plus. Et c'est Chris Busby qui avait mené ce travail, donc, et avec ses 46 scientifiques. Il y a une partie, dans le site, il y a une partie du rapport qui est en français aussi. Et ça a été édité aussi par une traduction de ce rapport, du rapport de 2003, mais il y en a eu d'autres par la suite, a été traduit en français par Paul Lannoy. Donc dans ce rapport, qu'est-ce que dit ce rapport, qui fait 200 pages en français? À la page, je vais vous dire exactement le numéro de la page, c'est la page 168, la commission de Chris Busby dit, en fait, quand on comptabilise tous les décès, quand on comptabilise tous les morts-nés, quand on comptabilise tous les cancers, etc., qui sont dus au nucléaire depuis 1945, eh bien, on peut dire qu'il y a environ 65 millions de morts qui sont attribuables à l'existence du nucléaire et à ses effets, tous effets confondus. 65 millions de morts. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ce sont les effets des retombées des radionucléides, que ce soit des effets directs ou indirects, par exemple génétiques. Il veut parler aussi, à la suite des explosions atmosphériques, il veut parler aussi des accidents évidemment nucléaires depuis 1957, les accidents de Windscale, Sellafield en septembre et octobre 1957, de Mayak aussi. Donc, je voudrais bien rencontrer la réalisatrice du film,
qui a fait quelque chose à Paris, paraît-il, sur Mayak, justement, qui est une des plus grandes catastrophes nucléaires. C'était dans le sud de l'Oural en 1957. Après, il y a eu d'autres mini-catastrophes. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, etc. Donc, mais ils disent, c'est pas seulement les explosions, c'est pas seulement les catastrophes, mais c'est aussi le mode de fonctionnement normal, en quelque sorte, des centrales, et c'est aussi tous les usages du nucléaire, par exemple l'irradiation des aliments, pour faire en sorte que la viande reste rouge plus longtemps, ou l'irradiation des, comment ça s'appelle, des condiments, pas des condiments, mais des épices, pardon, pour qu'il n'y ait pas de petits animaux dans ces épices, et même aussi l'usage médical. Un mot sur l'usage médical, parce qu'il se trouve que j'ai traversé un cancer comme ça en 2010, donc bon, je sais un peu de quoi il s'agit, si vous voulez. Par exemple, Chris Busby dit, en fait, les normes actuelles de protection des travailleurs dans les centrales devraient être divisées par 10. Ça veut dire que toutes les normes, non seulement pour les travailleurs du nucléaire, mais aussi les normes qui sont utilisées dans le médical, devraient être aussi révisées et, en plus, suivies par les médecins. Je donne une information. L'autorité de sûreté nucléaire a dit, il y a déjà quelque temps, a envoyé un message comme ça, en alertant qui voulait bien entendre ce message, en disant « Attention, attention, l'usage de l'imagerie médicale dans les 5 dernières années a augmenté de 47%. Donc faites attention, c'est un message à usage général de la population et des médecins, donc faites attention, ne multipliez pas les usages des radiations dans l'imagerie médicale, en quelque sorte. » Bon, il peut y avoir divers types d'imagerie médicale. L'échographie, il n'y a pas de radiation. Mais, par exemple, et là, attention, si vous êtes amené, par exemple, à passer un scanner qu'on appelle abdominopelvien, eh bien, un scanner abdominopelvien, c'est environ 25 millisieverts, c'est-à-dire, c'est la dose admissible pour 5 années pour les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. D'accord ? Et c'est la dose officielle dont Chris Busby demande qu'elle soit divisée déjà par 10. Donc, si vous voulez, quand vous connaissez ça, moi, j'ai fait un tableau Excel de toutes les radiographies que j'avais fait depuis 20 ans, les scanners, etc. Et à un moment donné, je m'aperçois de quoi que je dépasse largement même les normes officielles. Je montre ça à mon médecin de ville. Il me regarde comme ça, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui lui montrait un tableau Excel de toutes les radiographies qu'il avait subies depuis 25 ans. Et je lui dis, mais écoutez, vous n'êtes pas au courant, même l'autorité de sûreté nucléaire, qui n'est pas vraiment antinucléaire comme institution, hein. Bon, et attire l'attention là-dessus. Comment se fait-il que vous, médecins, ou vous, radiologues, ou vous, oncologues, ne tenez pas un tableau de tous les examens qui entraînent des radiations, les examens d'imagerie médicale que vous prescrivez à vos patients? Pourquoi ne tenez-vous pas dans vos dossiers? Pourquoi n'avez-vous pas? Parce que c'est quand même le suivi médical, comme on suivrait médicalement sur un autre point les autres patients. Ça me semble tout à fait logique. Eh bien non. L'oncologue, pareil. Alors l'oncologue, c'est encore pire. J'ai discuté avec lui il y avait, à un moment donné, bon, c'était un cancer qui a été pris, bon, au premier stade, donc il n'y avait pas de métastase, etc. Bon, ok. Bon, je passe les détails. Et on discute sur, combien de séances comment ça s'appelle, de chimiothérapie. Bon, finalement, on coupe la poire en deux, fait une seule séance de chimiothérapie. Et dans la chimiothérapie, il y avait des carboplatines. Et à un moment donné, je lui pose la question comme ça. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a des études sur les effets secondaires du carboplatine? Pareil. Il me regarde, mais qu'est-ce que c'est celui-là, quoi? Je dis, pourquoi il pose ces questions? Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on sait très bien, par exemple, dans l'usage des radiations, il y a encore quelques années, pour guérir certains cancers des ganglions notamment, on utilisait la radiothérapie, pardon. Et on a arrêté parce qu'on s'est aperçu que les conséquences secondaires de la radiothérapie, c'était pire que ce qu'on voulait guérir.
Donc c'était logique que moi je pose la question. Écoutez, ok, je fais une séance de chimio, bon, parce que d'après les statistiques, machin, entre l'école allemande, l'école anglaise, bon, pourquoi pas. Bon, mais j'aimerais bien savoir le carboplatine, c'est un métal lourd quand même. Bon, pas de réponse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand Chris Busby et la commission font ils ont fait plusieurs rapports depuis 1998. Hein. Ils les mettent à jour en quelque sorte. Bien, le dernier rapport, ça doit être de 2009-2010. Moi, je l'avais rencontré à Genève, Chris Busby, et à l'époque, il m'avait dit il faudrait qu'il y ait un philosophe qui s'occupe de ces questions-là. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais bon, ça demandait quand même pas mal de travail. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand Chris Busby et cette commission de 46 scientifiques bossent et disent qu'il faut attribuer à cet événement 65 millions de morts, alors là, quand on est avec des historiens, c'est pareil. C'est-à-dire, comme c'est pas un événement qui est attribuable à une guerre, comme c'est un événement qui est en continu, comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, comme c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans les statistiques officielles, comme c'est pas un événement discret, comme on pourrait dire en électronique. C'est pas ciblé territorialement. C'est pas ni spatialement, ni territorialement, ni temporellement assignable. Eh bien, pour les historiens, je vous assure, j'ai suivi des séminaires de l'AMEC des historiens des sciences, c'est 29 rue d'Amesne à Paris 13e, c'est le centre Coiré. Eh bien, quand j'ai écrit des trucs là-dessus, ils disent pareil, ils tombaient des nues, quoi, c'est le cas de le dire. Bon, et parce qu'ils ne le prennent pas en compte, parce que pour eux c'est transparent. Pourtant, eh bien, ça, quand on connaît ces rapports, quand on connaît le sérieux du travail qui a été fait, et quand on sait que, en fait, ça peut être attribuable à toutes les utilisations du nucléaire, hein, je dis bien toutes les utilisations, on se dit que c'est vraisemblable. Même si ce n'est pas exactement 65 millions de morts, c'est de cet ordre-là. Eh bien, historiquement, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que c'est comparable au nombre de morts, par exemple, que de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'en tant que tel, ça devrait constituer, dans l'histoire, un événement. Au niveau historique, ça devrait constituer un événement, et un événement important. C'est la Troisième Guerre mondiale, en fait. Bon, après, oui, moi, je dis quelque chose un petit peu différent quand je soutiens l'hypothèse que, après, en fait, c'est une guerre généralisée au vivant, c'est-à-dire il y a une espèce de transmutation, si on peut dire, du capitalisme après 1945, mais qui, historiquement, peut s'expliquer aussi. Et c'est plus, mais c'est plus sourd, quoi. C'est une guerre tout à fait particulière qui a des manières particulières de faire, quoi. C'est une manière particulière de faire la guerre aux vivants, quoi. Et qui est liée au capitalisme automate, quoi. Il n'y a pas non plus un grand Manitou qui tire les ficelles là-dedans. C'est l'automate, c'est le capitalisme automate. Donc, je termine là-dessus pour dire que c'est un argument supplémentaire, si vous voulez, dans cette vision rétrospective, hein, ce que j'expliquais, c'est-à-dire pour qualifier un événement d'historique, il faut que cet événement lui-même ait des caractères particuliers, il faut qu'on voit ce qui s'est passé après, il faut qu'on examine ce qui s'est passé avant. Et avant, je vais y venir, parce que c'est important. Donc, c'est ça l'élément fondamental du nucléaire, c'est que ça doit être soutenu comme un crime contre l'humanité en tant que tel, du point de vue politique, du point de vue philosophique, du point de vue juridique, du point de vue même anthropologique. Bien. Donc, je ne reviens pas là-dessus, et c'est à partir de là que ça va commencer ce soir. Ici, juste un mot sur Fukushima. C'est la seconde partie du livre, mais qui est beaucoup plus courte, sur Fukushima. Je vous engage, je ne vais pas avoir le temps là maintenant, je voulais le faire, mais bon, je vous engage à lire cette seconde partie parce qu'en fait, il y a un document tout à fait exceptionnel, suite au 11 mars 2011, donc oui, je ne peux pas m'empêcher. Je vais dire un mot. Je vais dire un mot de ce qui s'est passé quand même à Fukushima, quoi. Bon, parce que c'est quand même quelque chose, quoi. Alors, 11 mars 2011, la centrale, bon, machin, elle part en bibrine, comme dirait l'autre.
Alors, au passage, ils attribuent ça au tsunami. C'est faux. Ça doit être attribué essentiellement au tremblement de terre qui a eu des caractéristiques très très particulières. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai aussi étudié ça grâce au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, merci, qui est quand même une autorité au niveau national et international, qui a étudié le séisme de 2011 et qui montre en fait c'est un plateau de 100 secondes avec etc. Enfin, bref. Ça a secoué complètement les bâtiments. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que rien n'était aux normes, et surtout pas. En fait, il y a eu plein de malfaçons, et il y avait des accélérations au sol. Bon, les tremblements de terre, c'est plusieurs choses à la fois. C'est la puissance du tremblement de terre, c'est fonction de la distance de l'épicentre, et il y a la terre tremble de manière verticale, mais aussi elle bouge de manière horizontale. C'est ce qu'on appelle les accélérations au sol. Et ça se mesure en galles, et c'est des mètres par seconde carré. Passons, ça n'a pas d'importance. C'est des accélérations au sol. Eh bien, toutes les centrales japonaises, en 2011, étaient prévues pour des accélérations au sol de moins de 400 galles. Galles, c'est l'unité de mesure de l'accélération au sol, en référence à Galilée. Et alors qu'ils savaient pertinemment et qu'il y avait eu des admonestations de l'autorité de sûreté nucléaire, de la NISA et de la NSC, en disant bon, est-ce que vous avez bien durci les bâtiments, parce que bon, le Japon c'est quand même un pays dans lequel il y a pas mal de séismes. Eh bien, aucune des centrales japonaises était prévue pour résister à ces accélérations au sol de plus de 400 galles. Et ce qui s'est produit sur le site de Fukushima, c'est que les accélérations au sol ont dépassé 900 galles. 2 fois plus. Vous voyez ce que ça peut donner. 900 galles, dire bon, c'est des accélérations au sol 2 fois plus. C'est déjà brutal. On voit des vidéos même après, puisqu'il y a eu des séismes pendant 3 mois après, comme on appelle ça, des répliques, etc. On voit même, par exemple, à un moment donné, à Tokyo, un building, un espèce de gratte-ciel, mais qui lui est construit en acier. À un moment donné, il y a un séisme qui n'est pas aussi fort, parce que c'était 9,1 sur l'échelle de Richter le 11 mars, mais il n'est pas aussi fort à Tokyo, quand on voit cette vidéo, mais vous voyez le bâtiment qui fait ça, sur la vidéo. Ça veut dire que c'est des accélérations au sol qui font que le bâtiment, il fait comme ça. Donc, en fait, c'est un truc qui a tout détruit. Et pourquoi ils ont mis ça sur le dos du tsunami? Parce que le tsunami était exceptionnel, et ils ont argué de l'exceptionnalité du tsunami pour planquer le reste. Cerise sur le gâteau, en fait, il n'y avait plus de sources d'énergie pour alimenter les trucs de secours, les instruments de secours, et même les installations de secours. Bon, je passe sur les détails. Et non, ils auraient pu se raccorder à une centrale extérieure qui pouvait délivrer 66 000 volts, 66 kV. Mais les connecteurs de la centrale ne marchaient pas avec les connecteurs de la centrale de Fukushima, n'étaient pas les bons connecteurs pour se connecter à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu, comme les groupes diesel ont été inondés par le tsunami, etc., il n'y avait plus aucune source de secours possible. Je dis bien, la dernière possibilité, c'était ces connecteurs. Et ils auraient pu se connecter si les connecteurs avaient matché, comme on dit en anglais. Le mot m'échappe en français. Compatible, merci. Compatible. Ils n'étaient pas compatibles. Les connecteurs étaient... Vous vous rendez compte un peu du niveau de laisser-faire. Bon, après, on a su que les dirigeants de TEPCO avaient eu des procès pour malversation, malfaçon, etc. On a su aussi que ces centrales qui avaient été construites dans les années 70 par Westinghouse, il y avait déjà des malfaçons, mais ils les ont planquées, déjà à la construction. Et puis, ce que je voulais dire à propos de Fukushima, c'est le document exceptionnel, en fait. C'est qu'en fait, la diète japonaise, le Parlement japonais, en 2011, il a missionné une commission
indépendante d'enquête sur ce qui s'était passé à Fukushima, avec aucun spécialiste du nucléaire. Personne du nucléaire dans cette commission. Donc, ces gens-là, cette commission d'enquête-là de parlementaires, ils ont été enquêtés sur place, etc. Ils ont fait un rapport. Ils en ont fait même deux. Ils ont fait un rapport résumé en juillet 2012, et un rapport qui fait 80 pages, et le rapport complet qui fait 500 pages en décembre 2012. Et moi, quand j'ai lu la version en anglais en juillet 2012 de ce rapport de la diète japonaise, je me suis dit, mais ouh là 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 là, parce que là, ils disent des choses que jamais aucun rapport, depuis que le nucléaire existe depuis 1945, n'a dit. Jamais. Bon, alors là, je suis obligé de... Bon, ça ne va pas être long. Je vais vous lire juste ces 15 lignes, mais il faut que je vous les lise, quoi, parce que, bon, sinon c'est pas sérieux, quoi. Alors, voilà, c'est page 145. Là, je cite... J'ai traduit le premier rapport, je l'ai traduit en français. Après, d'autres copains et d'autres copines ont revu la traduction en juillet. Donc, je cite des extraits là du rapport de la diète japonaise. Je lis. Il y a 15 lignes. L'accident nucléaire de Fukushima a été le résultat, premièrement, d'une collusion entre le gouvernement, les organismes de réglementation et l'opérateur. Deuxièmement, de la gestion défectueuse des dites parties. Page 16 du rapport, en anglais. Afin d'obtenir la preuve de cette collusion, la Commission a été forcée d'exercer son droit législatif pour obtenir de telles informations de la NISA, c'est-à-dire du régulateur, après que celle-ci a refusé de répondre à plusieurs demandes. Page 16. Sans l'enquête menée par cette commission, c'est la commission qui parle, la plupart des faits relevant la collusion entre les régulateurs et les autres acteurs n'auraient jamais été dévoilés. Page 20. Dans l'ensemble, la Commission a rencontré une ignorance et une arrogance impardonnables chez toute personne ou tout organisme s'occupant de l'énergie nucléaire. Page 21. La question sous-jacente concerne la structure sociale qui a engendré cette neutralisation de la réglementation et le cadre organisationnel, institutionnel et juridique qui a permis aux individus de justifier leurs propres actions, de les cacher quand cela était gênant, sans laisser de traces, afin d'éviter toute responsabilité. Page 21. J'arrête là les extraits. Je ne le mets pas non plus en entier, le rapport. Je mets de plus longs extraits par la suite. Mais vous voyez, je veux dire, bon, c'est des parlementaires, quoi. C'est pas des antinucléaires non plus. Mais ils ont fait leur boulot. C'est un peu comme la commission du Sénat sur Benalla, quoi. Toute proportion gardée. Ils ont fait leur boulot, quoi. Ils ont été enquêtés et ils relèvent ça. C'est-à-dire la collusion. Bon, après, quand on étudie de près, c'est encore pire que ce qui est dit là. Mais c'est eux qui attirent l'attention là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis, ce rapport est vraiment un rapport indépendant. Ils ont fait leur boulot. Comme en plus ils avaient des pouvoirs législatifs attribués par la diète, ils ont été en capacité de dire aux gens, écoutez, ça va bien une fois, deux fois, trois fois, mais donnez-nous les documents qu'on veut lire, quoi. Et les autres, ils ont été obligés de s'exécuter. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais dire un mot. Bien, donc ça, maintenant on va venir à la partie la plus difficile, la plus dure et la plus discutable aussi, pourquoi pas. C'est que quand on arrive à la conclusion, si vous voulez, que le nucléaire en tant que tel, et depuis le 16 juillet 1945, c'est un crime contre l'humanité, d'ailleurs tout à fait spécifique, pérenne, etc., comme j'ai dit hier soir, et qu'on rapproche ça de l'autre crime contre l'humanité qui est Auschwitz-Birkenau, on se dit, bon,
c'est un peu bizarre quoi, que ça soit produit au même moment, pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, qu'est-ce qui se produit? En fait, de fil en aiguille, ça fait remonter aux origines du capitalisme thermo-industriel. Là, je dis quand même un mot sur Auschwitz-Birkenau avant de parler du capitalisme en tant que tel. En fait, une des premières manifestations à laquelle j'étais en mai 68, quand j'étais lycéen, à Marseille, un des premiers slogans qu'on a crié sur la Canebière, c'était « Nous sommes tous des juifs allemands ». Parce qu'il y avait aucun bandit qui s'était fait jeter dehors et que Marcelin l'empêchait de rentrer, etc., etc. Mais, en fait, quand on écoute ça en psychanalyste, ça veut dire que quand il y a toute une jeunesse qui crie « Nous sommes tous des juifs allemands », ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'histoire qui n'est pas passé. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre après? C'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'histoire qui a été mis sous le tapis. Et c'est quoi ce qui a été mis sous le tapis en France? C'est la collaboration, pendant 4 années avec les nazis. Et c'est après les guerres coloniales du Vietnam et d'Algérie. C'est le fait, comme je disais hier soir, qu'à la télévision française, il ne soit pas possible de voir Le chagrin et la pitié pendant 12 ans de Ophuls, qui porte sur la collaboration, et dont on voit par exemple des images à Lyon. Il y a des dizaines de milliers de Français qui saluent la main levée comme ça, Pétain qui est au balcon de la mairie. Quand on voit ça, c'est des documents, des documents d'archives. On dit, bon, il s'est vraiment passé quelque chose, quoi. Et donc, il y a tout... Bon, et puis aussi, après, quand on étudie l'histoire, on sait très bien que le nazisme, ça arrive après la Seconde Guerre mondiale, que l'Allemagne a été défaite, que le traité de Versailles impose des conditions terribles à l'Allemagne, qu'après il y a eu le crack des années 30, il y a eu la montée des SA, des SS, etc. Tout ça, bon, on l'apprend même en classe, en histoire, etc. Mais moi, je vais vous dire, j'ai toujours été insatisfait par ces explications. Parce que j'ai trouvé que ça ne suffisait pas. Les causes objectives, qui ne sont pas niables, ne suffisaient pas, à mon avis, à expliquer que le nazisme ait duré 12 ans en Allemagne, et même, on peut dire, 20 ans dans la jeunesse, parce que le NSDAP était majoritaire chez les étudiants dès 1925. Si vous voulez, prenons un recul, un zoom back caméra, comme dirait Jodorowsky, et dites, bon, comment on ne peut pas expliquer qu'un ordre perdure, n'importe quel ordre social perdure comme ça, pendant 12 ans ou 20 ans, peu importe. Certes, il y a de la contention, certes, il y a de la violence, certes, il y a de l'embobinement, etc., mais il y a quelque chose il y a une résonance, si vous voulez, pour le dire en termes plus clairs, il y a une résonance entre ce type de régime et l'imaginaire qui est dans la population. Il y a une résonance. Je veux dire, un ordre social, pour qu'il soit pérenne, il faut bien quelque part qu'il s'accroche dans l'imaginaire des individus. Après, il y a Max Weber qui avait écrit dans les années 1900 l'éthique du protestantisme et puis l'éthique du capitalisme. Bon, je passe sur les détails. Bon, c'est une question complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue historique, et d'ailleurs, c'est aussi, quand on regarde la guerre de 14-18, c'est pareil. Vous avez des historiens qui font un super boulot. Je pense à Stéphane Audouin-Rousseau ou Annette Becker, par exemple. Ils font un super boulot sur la guerre 14-18, parce que c'est une guerre très spéciale. C'est une guerre industrielle, totale, mondiale, sur plusieurs fronts, etc. Bon. Et il y a des millions de morts aussi. Ce que je veux dire, c'est que tout ordre, quand il est pérenne comme ça, ne peut pas s'expliquer uniquement par la violence de la contention. Il y a quelque chose, chez nous-mêmes, qui supportons cet ordre. Et de fil en aiguille, je me suis dit, eh bien oui, si on est d'accord pour dire que le capitalisme thermo-industriel commence à la fin du XVIIIe siècle, ça veut dire qu'il y a maintenant 2 siècles qu'il est établi en Occident, eh bien il y a bien quelque chose chez nous, dans notre inconscient, dans notre imaginaire, qui en fait est en résonance avec ce système-là. Et ce que j'ai appelé, bon, j'y reviendrai par la suite, mais j'ai donné un nom à cette chose qui est, je dis, notre imaginaire à nous, y compris le mien, est structuré par la rationalité calculatrice. C'est-à-dire, si on veut le dire comme des poètes, par exemple Jacques Brel, dans une chanson, je pense, des années 60, disait la chose suivante, il disait « Mais chez ces gens-là, monsieur,
On ne pense pas. On ne pense pas. On compte. On compte. Et d'ailleurs, si vous écoutez les jeunes de certains quartiers et qui vous disent « mais je te calcule », c'est exactement la même chose. Ou bien, on sait très bien que de plus en plus, les gens nouent des relations entre eux avec une arrière-pensée. Bon, est-ce qu'il va me servir dans ma carrière professionnelle est-ce qu'il va faire partie de mon réseau Bon, en fait, c'est ça. Ça se traduit comme ça. Un imaginaire structuré par la rationalité calculatrice, ça se traduit dans les actes du quotidien. Et ce que je voudrais montrer, c'est que c'est en résonance avec le capitalisme thermo-industriel. Bon. Alors pour ça, je reviens donc, je laisse de côté ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'un ordre social pérenne, il faut le comprendre par rapport à ce qui l'a amené de point de vue objectif, comme on dit d'habitude, mais aussi, quand il est pérenne aussi longtemps que ça, il y a quelque chose qui, dans les imaginaires des individus, le soutient. On pourrait dire la même chose de la civilisation égyptienne. Si la civilisation égyptienne perdure pendant 3000 ans, c'est bien que chez les Égyptiens eux-mêmes, il y avait une croyance qui soutenait cet imaginaire, l'imaginaire de cette civilisation. Et d'ailleurs, certains soutiennent que lorsque l'imaginaire qui soutient, c'est le cas de dire, une civilisation s'effondre, eh bien, c'est pas loin que la civilisation elle-même s'effondre. Bon, bref, je passe. Donc, j'en reviens au début de ce qu'on peut appeler le capitalisme thermo-industriel, début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on appelle ça la révolution industrielle. Ce que j'ai dit hier soir, en fait, c'est comme toute idéologie, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, l'idéologie, c'est une pyramide renversée. C'est-à-dire, à la base, il y a une tête d'épingle qui est vraie, et après, toute une construction là-dessus pour faire passer la pilule, si j'ose dire. En fait, le terme révolution industrielle vise à cacher une chose énorme, qui même aujourd'hui n'est pas comprise par des historiens, et qui n'est pas comprise même par des historiens estimables aussi. C'est la chose suivante. C'est Karl Polanyi qui en a parlé le premier. Il dit, voilà, l'introduction du capitalisme à la fin du XVIIIe siècle en Occident, à différentes échelles, temporelles, spatiales, suivant les pays, doit se comprendre les conséquences de l'introduction, de l'avènement, si vous voulez, du capitalisme thermo-industriel en Occident, doivent absolument se comparer à ce qu'a produit la colonisation en Afrique ou ailleurs, c'est-à-dire à la déstructuration totale des liens sociaux existants, des cultures existantes, des rapports aux autres, des rapports au monde, des rapports à la terre, des rapports aux animaux. Si on veut vraiment comprendre ce qu'a fait le capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit être comparé à ce qu'a fait la colonisation dans certains pays. Et contrairement à ce que pouvait dire Marx même dans certains textes, il n'y a jamais eu de mission civilisatrice du capital. Ça, niet. Ça, c'est se mettre du côté du progressisme et du côté du capitalisme lui-même et de l'interprétation bourgeoise du capitalisme. Mais ça, c'est très important à comprendre. C'est fondamental. Parce que, si vous voulez, sinon, on fait comme Boltanski et Capello, qui disent « Oui, les mouvements ludites, c'est les destructions des machines en Angleterre dans les années 20 et même avant, le romantisme, toute la littérature du XIXe siècle et même les protestations du catholicisme, etc. Tout ça, ça doit être compris comme un mouvement romantique. Comme le romantisme, et Boltanski et Capello disent, en fait, dans les années 60 et surtout après 68, en fait, ça doit être compris comme une critique artiste du capitalisme. Mais c'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'essence du capitalisme. En fait, l'introduction du capitalisme à la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, ça doit être compris avant tout comme une déshumanisation profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on chasse
les paysans de leur terre. C'est-à-dire, ce qu'on apprend à l'école, ce que j'ai appris moi aussi à l'époque, c'est qu'à un moment donné, il y a un exode rural, et puis il y a les paysans, badaboum, 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 qui s'en vont de leur campagne, qui sont attirés par les lumières de la ville, et puis qui viennent dans la ville. Bon alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça du tout que ça se passe, on le sait très bien. En fait, les paysans, je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi, comment ils sont exclus en fait de leur terre, mais en fait, ils vont grossir parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre, il y a les industries textiles, puis les chemins de fer. Et par exemple, si vous lisez un rapport que vous pouvez trouver en ligne, le rapport de René Villermé, qui est lui non plus pas un anticapitaliste, à l'époque ça n'existait pas beaucoup d'ailleurs, dans les années 1836, il est mandaté par l'Académie des sciences morales et politiques de la France pour aller faire un rapport sur les nouvelles usines du textile à Montpellier, où il y a la soie, à Lyon aussi, à Belfort, dans l'Est ici de la France, dans le Nord, en Normandie. Et il décrit tout ce qu'il voit, et la condition ouvrière. Et en fait, après, Marx en parlera, et d'autres aussi, mais en fait, les êtres humains sont dessaisis de leur propre être. Ils ne sont plus que la prolongation des machines. C'est ça qu'on appelle la prolétarisation introduite par le capitalisme. Cette prolétarisation, ça doit être regardé, vu et compris comme philosophiquement parlant, comme un dessaisissement de notre propre être en tant qu'être humain, c'est-à-dire une profonde déshumanisation. Et tout le reste avec, c'est-à-dire, par exemple, jusque dans le XVIIIe siècle, on parlait de communautés villageoises, de communautés de métiers, etc. À partir surtout au XIXe siècle, on ne parle plus de communauté, on parle de société. Parce que c'est un autre rapport à la vie, c'est un autre mode d'être, c'est un autre rapport à la terre, par exemple, etc., etc. Et ça, c'est complètement balayé par le capitalisme. Et maintenant, on dit... Alors, il y a eu deux interprétations de ça. C'est l'interprétation bourgeoise, mais c'est la modernité qui fait irruption, et personne ne peut s'opposer à la modernité parce que il doit y avoir une évolution de l'histoire des civilisations humaines, et c'est comme ça. Et de l'autre côté, vous aviez les marxistes vulgaires qui disaient c'est une étape nécessaire pour arriver au paradis socialiste. C'est une erreur fondamentale. Encore une fois, ça doit être, et le reste en découle, ça doit être l'introduction du capitalisme en Occident, ça doit être vu comme une profonde déshumanisation et une déstructuration profonde de tous les liens sociaux. Et ce qui fait que ça prend, c'est qu'il y a une puissance derrière qui se construit. Cette puissance, c'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital, c'est les industries textiles, donc, qui sont les premières à constituer cette accumulation primitive du capital, mais c'est aussi très vite le chemin de fer. Et puis après, c'est toutes les sortes d'industries, et ce dont je parlais hier soir aussi, c'est que dans les années 1850, ce sont encore les énergies renouvelables, comme on dit maintenant, c'est-à-dire éoliennes, hydrauliques et animales qui sont encore dominantes, mais le charbon prend le dessus, et bientôt il va y avoir le pétrole, puisque le pétrole commence à est découvert dans les années, si je me souviens bien, 1860, 1867 ou 1857, je me souviens plus très bien. Et donc c'est pour ça qu'on dit le capitalisme thermo-industriel. Donc là, il y a quelque chose qui s'établit. C'est pour ça tout le mouvement romantique, en fait, c'est une forme, peut-être pas anticapitaliste et de manière élaborée, mais c'est en fait une réaction à cette déshumanisation profonde qu'introduit le capitalisme. Tout ce mouvement qui est baptisé de romantique et que maintenant d'autres baptisent de critique artiste le fait. Si, ils n'ont pas compris le fond du problème. Et c'est quelque chose qu'on paye encore aujourd'hui. Parce que c'est une dimension importante du capitalisme, cette déshumanisation. Et en fait, on voit aujourd'hui que c'est ça qui est en train de se mettre en place de manière encore plus profonde et de manière plus exacerbée, galopante, etc. Et donc, le XIXe siècle est fondateur, là. Le XIXe siècle est fondateur, parce que arrive donc ce capitalisme thermo-industriel qui s'installe en Europe, mais en même temps,
Alors là, on va rentrer dans les choses un peu plus difficiles. Il y a deux choses qui se construisent en même temps, à peu près à la même époque. C'est les États-nations modernes, dans le sens où avec un appareil d'État, etc. Et puis, le mode de connaissance scientifique moderne. Ça, c'est très très important. Qu'est-ce qu'on peut appeler mode de connaissance scientifique moderne? Tout ça, c'est à la même période. Hein. C'est entre 1800, grosso modo, entre 1800 et 1900. Grosso modo. Hein. Qu'est-ce que c'est le mode de connaissance scientifique moderne? Là, je rentre dans des choses un peu difficiles. Ce qu'on appelle mode de connaissance scientifique moderne, c'est plusieurs choses. Un corpus théorique déjà constitué, dont Galilée, au début du XVIIe siècle, vers 1600-1610, a posé les premières pierres, et les autres après aussi. Un corpus théorique, ça veut dire que, par exemple, pour Galilée et aussi après et encore maintenant, ce corpus théorique, par exemple, privilégie le mouvement, la forme et la vitesse au détriment de tout aspect sensible du réel. C'est-à-dire ce qu'envisage, je peux le dire autrement, l'objet du mode de connaissance scientifique, je vais aller doucement, l'objet du mode de connaissance scientifique, c'est de rendre compte du réel, de tout ce qui nous entoure, du réel, par des abstractions commensurables. C'est-à-dire des formules abstraites, mais qui donnent une certaine mesure de ce réel. Par exemple, je vais prendre deux exemples, peut-être pas au hasard, E égale MC2. E égale MC2, c'est quelque chose qui fait une relation entre l'énergie, la masse et la vitesse, la célérité, la vitesse. C'est ça c'est la relativité restreinte et la physique des particules qui ont donné naissance au nucléaire, c'est-à-dire à la compréhension de comment étaient agencées les forces dans les atomes eux-mêmes, et puis comment les scientifiques ont imaginé de libérer cette force pour en faire un explosif super puissant. Mais en fait, moi je le résume à une chose que je n'ai pas dite jusqu'à présent, c'est qu'en fait le nucléaire, c'est un autre de ses caractéristiques, doit être compris comme, alors comment je dis ça, parce que c'est des termes très précis, comme le nec plus ultra de la science, c'est pas exactement les termes, mais ça revient à ça, le nec plus ultra de la science du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il aura utilisé les choses les plus modernes de mode de connaissance scientifique au début du XXe siècle, c'est-à-dire la relativité restreinte et la physique des particules, c'est ça qui est à la base du nucléaire. Donc oui, c'est ça, la formule, c'est le nucléaire doit être considéré comme le fils aîné de la science du XXe siècle. Et je dis le fils aîné pas par hasard, parce que ça fait référence à la religion. La France a été qualifiée de fils aîné de la catholicité romaine pendant des siècles. Bien, donc ça c'est une autre caractéristique aussi du nucléaire, c'est-à-dire c'est le fils aîné de la science du XXe siècle. Ça c'est aussi très important. Donc je reviens au XIXe siècle, quand le mode de connaissance scientifique moderne se fonde, se cristallise. Qu'est-ce que c'est un mode de connaissance scientifique moderne? C'est un corpus théorique, donc, qui exclut tout ce qui est de l'ordre du sensible, les odeurs, les couleurs, etc., etc. Premièrement, je vais vite. Deuxièmement, c'est la preuve expérimentale avec Lavoisier. Troisièmement, c'est la validation des hypothèses et de la construction théorique par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques dans les congrès internationaux, ou par ce qu'on appelle aussi les revues à comité de lecture. Et par exemple, l'une des plus grandes revues qui existe toujours aujourd'hui, c'est Science. Elle se fonde en 1859 ou 1857, une des deux dates, parce que ça se collisionne avec les premiers écrits de Darwin dans ma tête. Bien, mais c'est qu'à ces conditions-là qu'on peut parler de mode de connaissance scientifique moderne, c'est-à-dire un corpus théorique qui est fixé, depuis Galilée en passant par Newton, qui est cristallisé, on va dire, plutôt que fixé. 2, la preuve expérimentale. 3, la validation de tout cet ensemble par ce qu'on appelle les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les autres scientifiques dans les congrès, dans les revues à comité. Donc ça cristallise aussi à ce moment-là, dans les années 1850. Et enfin, ce qui cristallise aussi, c'est aussi le capitalisme thermo-industriel.
qui, grâce à l'accumulation primitive qui est de capital, à la fin du siècle, en fait, c'est ce que je disais hier soir, est devenu dominant. Il structure tous les liens sociaux dans la société. Même, parce qu'il n'y a jamais en histoire, on le sait très bien, les formations historiques ne sont jamais des formations pures. Il perdure toujours, c'est une espèce de tuilage, il perdure toujours des formations anciennes. Par exemple, en France, c'est ce que je disais hier soir, il y a encore 50 ou 55% de paysans en 1900. N'empêche que les relations, la structuration majoritaire des relations sociales se fait sous l'égide du capitalisme. Et par exemple, pour aussi mettre un petit grain de sable dans la chaussure des libéraux, le marché, qui pour eux vient des nuages, etc. En fait, le marché, il est construit par les États à cette époque-là, justement dans la deuxième partie du XIXe siècle. Comment le marché se construit? Ce sont les États, par exemple, qui sont en partie, qui aident au financement des voies de chemin de fer. Ce qu'on apprend à l'école, c'est pour désenclaver. Mais en fait, c'est pour faire du territoire national un marché qui soit accessible aux marchandises partout. Il unifie le territoire du point de vue juridique. Il unifie le territoire du point de vue économique. Par exemple, les barrières d'octroi à l'entrée des villes ou dans les départements, tout ça, c'est supprimé. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la création d'un marché. Il y a une unification économique, juridique, territoriale, administrative de la France. Tout ça est cristallisé aussi entre 1850 et 1900. Et c'est les États, ce sont les États-nations modernes qui construisent les marchés, qui construisent la possibilité de ces marchés. Alors le capitalisme, évidemment, il s'engouffre là-dedans, hein, c'est évident. C'est pour ça qu'il arrive à être dominant, et c'est pour ça qu'à mon sens, on doit parler de civilisation capitaliste à la fin du XIXe siècle, en tant que